James, après 40 ans passés ensemble, j'ai besoin de te dire quelque chose que j'ai gardé pour moi pendant tout ce temps. La voix de ma femme Margaret résonna dans la salle élégante du Willowbrook Country Club, où nous célébrions nos noces de rubis devant 150 invités. Je me tenais à côté d'elle sur la petite estrade décorée de roses rouges et de tissus dorés, tenant le micro qu'elle venait de me remettre après mon discours sur les fondements d'un mariage durable. L'ironie ne m'échappait pas. Les lustres en cristal baignaient la pièce d'une lumière dorée, se reflétant dans les coupes de champagne Dom Pérignon que j'avais moi-même choisies pour l'occasion. Les tables rondes, recouvertes de nappes en lin blanc immaculé, étaient remplies de nos amis les plus proches, de nos collègues et de notre famille. Des gens qui nous connaissaient depuis des décennies. Margaret a ajusté sa robe bleu marine, la même couleur qu'elle portait lors de notre première rencontre, un détail que j'avais mentionné dans mon discours quelques instants auparavant. Elle a souri, mais il y avait quelque chose de différent dans ce sourire. Quelque chose que je reconnaissais, mais que les autres interprétaient comme de la nervosité. Je ne t'ai pas aimé un seul jour de ces 40 dernières années. Tu n'étais qu'une commodité. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'entendais le bruit des verres posés brusquement sur les tables, le grincement des chaises alors que les gens se penchaient en avant, les murmures étouffés de choc qui parcouraient la foule comme des vagues se brisant sur la plage. Je m'appelle James Carter, j'ai 65 ans, je suis propriétaire de 3 concessions de voitures de luxe dans la région de Nashville, et je viens d'être humilié publiquement par la femme avec qui j'ai partagé 4 décennies de ma vie. Mais tandis qu'elle me regardait avec ce sourire cruel, celui que j'avais appris à reconnaître au fil des ans lorsqu'elle obtenait ce qu'elle voulait, j'ai gardé un visage impassible. Car Margaret n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Notre fille Sarah, âgée de 32 ans, était assise au premier rang à côté de son mari, la main sur la bouche, sous le choc. Notre fils Daniel, 35 ans, s'était partiellement levé de sa chaise, les poings serrés, clairement partagé entre défendre sa mère ou son père. La sœur de Margaret, Eleanor, avait laissé tomber sa coupe de champagne, le liquide doré se répandant sur la nappe blanche comme une tache de honte. Je reconnus d'autres visages dans la foule, mon associé Robert, qui m'avait aidé à bâtir l'empire des concessions automobiles, ma secrétaire Patricia, qui travaillait avec moi depuis 15 ans, le maire de la ville, avec qui je jouais au golf tous les dimanches, le pasteur Matthews, qui nous avait mariés 4 décennies plus tôt. Tous s'attendaient ma réaction. « Commode », répétai-je calmement, hochant la tête comme si je traitais une nouvelle information, testant le poids du mot sur ma langue. Choix de mots intéressant, Margaret. Elle cligna des yeux, attendant clairement des larmes, de la colère, du désespoir, ou au moins l'effondrement public qui serait l'aboutissement de décennies d'humiliation subtile que moi seul percevais. Des moments où elle me corrigeait devant des amis, où elle remettait en question mes décisions professionnelles lors de dîners mondains, où elle faisait des commentaires apparemment innocents qui sapaient ma confiance. Au lieu de cela, elle ne trouva qu'un calme qui la fit froncer les sourcils. Un calme qu'elle n'avait jamais vu auparavant en 40 ans de vie commune. « Tu n'as rien à dire ?» insista Margaret, sa voix trahissant pour la première fois une pointe d'incertitude. Il y avait quelque chose dans ma réaction, ou plutôt dans mon absence de réaction, qui ne correspondait pas au scénario qu'elle avait prévu. J'ai alors souri. Pas un sourire blessé ou amer, mais quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Quelque chose qui la fait reculer d'un pas, ses yeux se plissant légèrement comme si elle essayait de déchiffrer une énigme. En fait, Margaret, j'ai beaucoup à dire. Mais d'abord, je fis une pause, mes yeux balayant la foule de visages impatients, chacun d'entre eux connaissant notre histoire, notre famille, notre prétendu bonheur conjugal. Je dois te remercier d'avoir choisi aujourd'hui pour cette révélation. Parce que cela n'aurait pas pu être plus parfait. Je pris l'enveloppe en papier à en-tête que j'avais apportée avec moi, celle-là même qu'elle m'avait vue porter tout au long de la soirée, pensant qu'il s'agissait simplement de quelques mots gentils que je comptais partager après le dîner. Elle m'avait même fait remarquer plus tôt, toujours aussi romantique, James. Margaret, tu viens de me faciliter grandement la tâche, quelque chose que je planifiais depuis exactement 6 mois. Le sang quitta son visage. Les personnes au premier rang pouvaient voir ses mains trembler légèrement alors qu'elle agrippait le micro. De quoi parles-tu ? Je parle de commodité, ma chérie. Et du fait que certaines personnes confondent être intelligent et être intouchable. Elles confondent manipulation et intelligence. Margaret tenta de reprendre le micro, mais je le gardai fermement dans ma main. Pendant 40 ans, elle avait orchestré notre vie, contrôlé les récits, manipulé les situations à son avantage. Aujourd'hui, enfin, c'était à moi de mener l'histoire. « James, arrête ça tout de suite », murmura-t-elle d'un ton dur, mais sa voix fut captée par le micro et résonna dans la salle silencieuse. « Arrêtez !» J'ai ri, un son qui a résonné sur les murs élégants du club. « Margaret, ma chérie, nous avons à peine commencé. Et nos invités méritent de connaître toute la vérité sur ces 40 années commodes.
Si vous aimez cette histoire pleine de rebondissements et que vous voulez découvrir exactement ce que James préparait depuis 6 mois, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car Margaret n'avait aucune idée que son mari commode avait découvert tous ses secrets inavouables. Et ce qu'il s'apprêtait à révéler allait changer non seulement leur vie, mais aussi celle de plusieurs personnes présentes dans cette salle. Des personnes qui, comme lui, avaient été des pions sur l'échiquier de Margaret pendant trop longtemps. L'enveloppe qu'il tenait entre ses mains contenait plus que des mots tendres. Elle contenait des preuves qui allaient transformer cette fête d'anniversaire en une nuit où plusieurs comptes allaient enfin être réglés. Margaret agrippa ma chemise, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant dans le tissu. « James, tu ne peux pas être sérieux », murmura-t-elle avec urgence, mais le micro capta chaque mot. « 40 ans de mariage, et tu penses pouvoir me faire chanter devant tout le monde. » Je l'ai regardé, vraiment regardé, pour la première fois depuis des décennies. À 63 ans, Margaret était encore une femme séduisante, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, son maquillage impeccable, vêtue d'une tenue qui coûtait plus cher que le salaire mensuel de la plupart des personnes présentes dans la salle. Elle avait toujours été coquette, elle avait toujours eu besoin d'être le centre de l'attention. « Me faire chanter ?» ai-je répété, sincèrement intrigué. « Margaret, ma chérie, tu viens de me dire publiquement que tu ne m'as jamais aimée. En quoi cela serait-il du chantage ? La vérité, c'est que Margaret avait toujours été comme ça. Calculatrice, manipulatrice, cruelle quand il le fallait. J'avais simplement passé 40 ans à faire semblant de ne pas le voir. Je me souviens de la première fois où j'ai vraiment compris qui elle était. C'était il y a 15 ans, lors des funérailles de ma mère. Margaret avait choisi ce moment, alors que je portais le cercueil, pour me murmurer à l'oreille que les pompes funèbres nous faisaient payer trop cher et que j'étais manipulé émotionnellement par les prix. Ma mère n'était même pas encore dans le cercueil qu'elle commençait déjà à calculer combien nous allions économiser en vendant la maison. « Tu as toujours été trop sensible, James », me disait-elle quand je remettais en question ses décisions. « Laisse-moi m'occuper des choses pratiques. » Pratique signifiait contrôler complètement nos finances. Pratique signifiait choisir nos amis en fonction de ce qu'elles pouvaient tirer de chaque relation. Pratique signifiait m'isoler progressivement de toute personne susceptible de remettre en question ses décisions. Comme mon frère Michael, que Margaret a systématiquement écarté de la famille après qu'il ait suggéré que je devrais avoir mon propre compte bancaire. Michael a toujours été jaloux de notre succès, expliquait-elle à l'époque. Il veut nous voir couler. Michael, qui est mort d'un cancer il y a 3 ans, seul, parce que Margaret m'avait convaincu qu'il cherchait juste à attirer l'attention avec sa maladie. Ou comme ma meilleure amie d'enfance, Sandra, que Margaret a éliminée de notre vie sociale après que Sandra ait mentionné que j'avais l'air différente depuis le mariage. Elle a clairement le béguin pour toi, James. C'est gênant. Sandra, qui a déménagé dans un autre État et avec qui je n'ai plus jamais eu de contact. Pendant 40 ans, Margaret a orchestré une campagne systématique pour m'isoler, me contrôler, me rabaisser. De petites humiliations quotidiennes qu'elle faisait passer pour de l'attention. Des critiques constantes déguisées en aide. James ne s'y connaît pas beaucoup en vin, disait-elle lors des dîners. Laissez-moi choisir. Il est nul pour les itinéraires. Je ferais mieux de conduire. James n'est pas très doué pour la conversation. Il préfère écouter. Décennie après décennie, elle m'a dépeint comme un mari incompétent qui dépendait entièrement d'elle. Et moi, voulant préserver la paix dans notre mariage, j'ai laissé faire. Jusqu'à ce que je découvre la vérité sur l'argent. Margaret, ai-je dit calmement, toujours le micro à la main, tu as parlé de commodité. Que dirais-tu d'expliquer à nos invités ce qui s'est réellement passé avec l'héritage de mon père ? Son visage a pâli instantanément. James, ne t'avise pas. Mon père a laissé 2,3 millions de dollars quand il est mort il y a 20 ans. Ai-je poursuivi, ma voix résonnant dans la salle silencieuse. Margaret m'a dit qu'il valait mieux qu'elle s'occupe de cet argent, qu'elle l'investisse judicieusement. Que je n'avais pas la tête pour ces choses-là. J'entendis quelques murmures dans l'assistance. Notre comptable, Gérald, était assis à la 3e table, le visage soudainement intéressé. Pendant 2 décennies, elle m'a donné de petites sommes quand je le lui demandais, toujours avec des explications sur le timing du marché et la diversification du portefeuille. Elle me faisait toujours passer pour un idiot qui ne comprenait pas les subtilités des investissements. Margaret a tenté de reprendre le micro, mais je l'ai doucement écarté. Imaginez ma surprise, ai-je poursuivi, quand j'ai découvert il y a 6 mois que cet argent n'avait jamais été investi. Il avait été transféré sur des comptes à son nom. Des comptes qu'elle utilisait pour financer non seulement ses achats personnels, mais aussi. J'ai marqué une pause dramatique. Les cadeaux coûteux qu'elle offrait régulièrement à son entraîneur personnel, Marcus. La salle a éclaté en murmures choqués.
J'ai vu Eleanor se couvrir le visage de ses mains. Sarah s'est levée brusquement de table, les yeux allants et venant entre moi et sa mère. Marcus, 28 ans, muscles saillants, charme artificiel, était assis à la table des « amis proches » de Margaret. Il était devenu une présence constante dans nos vies au cours des 2 dernières années, toujours présent lors des événements familiaux, toujours recevant de généreux pourboires de ma femme pour ses excellents services d'entraînement. « James, tu délires !» cria Margaret, mais sa voix tremblait. « Marcus n'est que mon entraîneur personnel. »« Un coach personnel qui conduit une BMW toute neuve », ai-je répondu. « Un coach personnel qui a fait 3 voyages à Paris cette année. Un coach personnel qui porte une Rolex que je reconnais parce qu'elle appartenait à mon père. » Tous les regards se sont tournés vers Marcus, qui s'était levé de table et se dirigeait discrètement vers la sortie. « Assieds-toi, Marcus », ai-je dit d'une voix qui a résonné dans toute la salle. La conversation ne fait que commencer. Il s'est arrêté, les épaules légèrement voûtées, avant de se retourner. La Rolex de mon père brillait à son poignet. « Margaret », ai-je poursuivi, la commodité est un mot intéressant. Parce que pendant 40 ans, j'ai pensé que j'étais un mari commode pour Margaret. Je travaillais, je payais les factures, j'étais prévisible. Mes yeux ont croisé les siens, et pour la première fois, j'y ai vu une véritable peur. Mais j'ai découvert que j'étais pratique d'une manière très différente. Pratique comme source de financement. Pratique comme façade respectable. Pratique comme l'idiot qui payait pour ses aventures. Margaret avait passé 4 décennies à me traiter comme un distributeur automatique émotionnel. Présent quand elle avait besoin de quelque chose, ignoré quand elle n'avait pas besoin de moi. Et pendant tout ce temps, elle m'avait fait croire que j'avais de la chance d'avoir quelqu'un comme elle. Mais alors qu'elle avait soigneusement orchestré mon humiliation publique aujourd'hui, elle ne se doutait pas que j'avais découvert non seulement la vérité sur Marcus et l'argent. J'avais découvert la vérité sur tous les autres. « Tu mens !» hurla Margaret, son sang-froid finissant par craquer comme du verre sous pression. James a toujours été jaloux, paranoïaque. Il ne supporte pas que j'aie des amis. Elle se tourna vers l'assistance, les mains tremblant visiblement. « Vous me connaissez depuis des décennies. Je serais incapable de voler 2,3 millions de dollars à ton propre mari. » L'interrompis-je calmement. « Margaret, ma chérie, tu viens d'admettre publiquement que tu ne m'as jamais aimé. Pourquoi serait-il si difficile de croire que tu m'aurais aussi volé ?» Je vis notre fils Daniel se lever de table, le visage empreint de confusion et de colère. « Papa, de quoi tu parles ? Maman s'est occupée de nos finances toute sa vie. »« Exactement, Daniel, » répondis-je, ma voix chargée du poids de décennies de déception. Elle s'en est si bien occupée qu'elle a transformé 2,3 millions en zéro, tandis que son petit ami de 28 ans vit comme un millionnaire. Sarah s'était mise à pleurer silencieusement, les épaules tremblantes. Eleanor restait la tête baissée, comme si elle voulait disparaître. Mais c'est la réaction de Marcus qui m'a le plus intéressé. Il s'était rassis, mais tapait frénétiquement sur son téléphone portable. « Tu appelles qui, Marcus ?» ai-je demandé assez fort pour que tout le monde entende. « Ta femme ? Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Marcus n'est pas seulement le coach personnel de ma femme. Il est aussi marié. » Un murmure de choc a parcouru la salle. La femme de Marcus, Jennifer, une infirmière qui travaillait 2 fois plus pour subvenir aux besoins de leurs 2 jeunes enfants, était assise 3 tables derrière nous. Elle était devenue livide. Margaret tenta un dernier coup. « James est en pleine dépression nerveuse », annonça-t-elle à l'Assemblée. « Il boit beaucoup ces derniers temps et prend des médicaments contre l'anxiété. Vous ne pouvez pas croire. » « Margaret », l'interrompis-je doucement en sortant de l'enveloppe non pas des documents financiers, mais des photos. « Tu te souviens du week-end où tu as dit que tu allais au spa avec Eleanor ?» Eleanor poussa un son étranglé. Elle savait exactement de quoi je parlais. Ou de ce congrès de jardinage à Atlanta. Ou des cours de cuisine à Miami. J'ai étalé quelques photos sur la table près de la scène. Elles n'étaient pas explicites. Je ne suis pas rancunier à ce point, mais elles montraient clairement Margaret et Marcus dans des situations intimes. Dîner romantique, promenade main dans la main, entrant et sortant d'hôtel. 3 ans, ai-je poursuivi. 3 ans de mensonges. 3 ans à me rendre fou quand je te demandais des explications sur tes dépenses. 3 ans de congrès et de cours qui coûtaient des milliers de dollars chacun. C'est alors que Daniel a explosé. « Maman, c'est vrai. » Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Margaret ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois avant de murmurer. « Daniel, je peux t'expliquer. »« Non, » dit-il en s'éloignant d'elle. « Non, tu ne peux pas. Parce qu'il n'y a pas d'explication à cela. » Sarah se leva brusquement, prit son sac à main et se dirigea vers la sortie.
En passant devant Margaret, elle s'arrêta juste assez longtemps pour murmurer quelque chose que le micro ne capta pas, mais qui fit reculer Margaret comme si elle avait reçu une gifle. « Sarah, attends !» cria Margaret, mais notre fille avait déjà disparu par la porte principale. C'est à ce moment-là, en voyant Margaret enfin commencer à faire face aux conséquences de ses actes, en voyant la douleur sur les visages de nos enfants, en voyant Jennifer confronter Marcus 3 tables plus loin, que j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Une clarté totale. Pendant 40 ans, Margaret avait orchestré notre vie comme une pièce de théâtre dont elle était la metteuse en scène, la scénariste et l'actrice principale. Elle décidait quand je devais parler, quand je devais me taire, comment je devais me sentir face à des situations qu'elle créait elle-même. Lorsque mon frère Michael est mort seul, c'est Margaret qui m'a gentiment suggéré de ne pas me sentir coupable. Lorsque l'entreprise a failli faire faillite pendant la crise de 2008, c'est elle qui m'a sagement conseillé de vendre ma part à mes associés pour une fraction de sa valeur réelle, de l'argent qui, je m'en rends compte aujourd'hui, a probablement contribué à financer ces escapades. « Tu veux connaître la vérité sur la commodité, Margaret ?» ai-je demandé, ma voix résonnant dans le salon désormais à moitié vide. De nombreux invités étaient partis pendant notre confrontation, mais ceux qui étaient restés étaient complètement hypnotisés. La vérité, c'est que tu n'étais pas seulement commode pour moi. Tu étais essentiel à un plan que je préparais non pas depuis des mois, mais depuis des années. Son visage se crispa de confusion. De quoi parlez-vous? Je parle de patience, Margaret. D'attendre le bon moment. De laisser quelqu'un se pendre avec sa propre corde. Je sortis une deuxième série de documents de l'enveloppe. Vous voyez, pendant que Margaret pensait d'être maligne en cachant nos actifs, elle ne se rendait pas compte que je documentais chacun de ses mouvements. Chaque transfert, chaque retrait, chaque investissement mystérieux. L'expression sur son visage passa de la confusion à quelque chose qui ressemblait à de la terreur. Et le plus intéressant, ai-je poursuivi, ressentant pour la première fois depuis des décennies le plaisir de contrôler une situation, c'est que Margaret ne m'a pas seulement volé. Elle vous a volé aussi. J'ai désigné certains des invités qui étaient encore présents. Monsieur Henderson, vous vous souvenez de cet investissement immobilier que Margaret vous a proposé il y a 2 ans? Et Madame Patterson, ce fonds d'éducation pour votre petite fille? Je vis la reconnaissance se répandre sur les visages. Margaret avait utilisé sa réputation respectable pour convaincre ses amis et voisins d'investir dans des projets qui n'avaient jamais existé. Non, murmura Margaret, comprenant enfin l'ampleur de ce qui se passait. James, tu ne peux pas. Je peux et je vais le faire, répondis-je. Parce que ce soir, il ne s'agit pas seulement de notre mariage, Margaret. Il s'agit de justice. Mais tandis que je parlais, je remarquai que Margaret avait cessé de trembler. Ses yeux se plissèrent, et je reconnus cette expression. C'était la même que lorsqu'elle préparait quelque chose de particulièrement cruel. Et c'est alors qu'elle dit quelque chose qui changea complètement le cours de la soirée. « Tu veux parler de vol, James ?» Margaret se redressa, et je reconnus cette posture. C'était celle qu'elle adoptait lorsqu'elle s'apprêtait à porter un coup fatal. « Et si on racontait à tout le monde ce que tu as vraiment fait avec l'argent de l'entreprise il y a 10 ans ?» J'ai senti le sang se glacer dans mes veines. Elle faisait référence au prêt d'urgence que j'avais contracté lorsque l'entreprise avait failli faire faillite pendant la crise financière. De l'argent que j'avais finalement remboursé avec des intérêts, mais qui était resté inscrit comme irrégularité dans les comptes pendant quelques mois. Ou de cet investissement à Las Vegas dont tu ne m'as jamais parlé. A-t-elle poursuivi, d'une voix de plus en plus forte. 200 000 $ perdus en une nuit parce que tu pensais pouvoir doubler notre argent au poker. Des murmures choqués ont résonné dans la salle. J'ai vu quelques visages se tourner vers moi avec des expressions de déception. Margaret avait gardé ces informations comme arme pendant une décennie, attendant le moment propice pour les utiliser. James a toujours été un joueur, a-t-elle déclaré à l'Assemblée. Pas seulement aux cartes, mais avec nos vies. Vous pensez que je lui ai volé? Je protégeais notre famille de ses décisions irresponsables. Pendant un instant, j'ai senti le contrôle de la situation m'échapper. Margaret avait transformé mes erreurs passées en justification pour ses trahisons. C'était génial, d'une manière cruelle et calculatrice. Mais pendant qu'elle parlait, je me suis souvenu d'une conversation que j'avais eue 6 mois plus tôt avec mon détective privé, le détective Morrison. « Monsieur Carter, m'avait-il dit, votre femme est très intelligente. Elle sait exactement comment manipuler les situations pour passer pour la victime. Mais les gens intelligents commettent des erreurs par excès de confiance. » Morrison avait raison. Margaret venait de commettre l'erreur que j'attendais depuis des mois. « Margaret, dis-je calmement, merci d'avoir mentionné Las Vegas. » Elle a cligné des yeux, déconcertée par ma réaction calme.
Parce que cela me donne l'occasion parfaite d'expliquer à tout le monde pourquoi je suis vraiment allé à Las Vegas cette nuit-là. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Et pourquoi j'ai enregistré notre conversation lorsque vous m'avez convaincu d'y aller. Son visage a pâli instantanément. J'ai lancé la lecture. La voix de Margaret a résonné dans le salon. James, j'ai entendu dire qu'il y avait un jeu privé ce soir à Las Vegas. Les enjeux sont élevés, il y a des gens importants. Si tu gagnes, on pourrait régler tous nos problèmes financiers d'un coup. Ma voix répondait, Margaret, c'est de la folie. Je ne suis pas un joueur professionnel. Mais tu es intelligent. Et avec 200 000 $, tu pourrais en faire 2 millions. Imagine ce qu'on pourrait faire avec cet argent. J'ai arrêté l'enregistrement. Le silence dans la salle était total. Margaret m'a convaincu de faire ce voyage, ai-je expliqué. Elle a fait des recherches sur le jeu, organisé les contacts, elle a même réservé mon vol. Et quand j'ai perdu l'argent, exactement comme elle s'y attendait, elle avait une nouvelle arme contre moi. Margaret a tenté de m'interrompre, mais j'ai continué, parce que voyez-vous, Margaret ne voulait pas que je gagne. Elle voulait que je perde. Elle voulait plus d'armes pour me contrôler, plus de raisons de me faire sentir coupable et dépendante d'elle. C'est alors que Daniel s'est levé à nouveau, le visage déformé par la colère. « Maman, c'est vrai? Tu as manipulé papa pour qu'il perde 200 000 $? Margaret ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, incapable de formuler une réponse. « Il y a plus, continuai-je. Margaret, veux-tu expliquer à Daniel pourquoi tu lui as suggéré d'investir ses économies pour ses études dans ce fonds garanti qui a mystérieusement disparu ?» Daniel devint livide. « Quoi? Ou pourquoi as-tu convaincu Sarah de refuser cette bourse pour Stanford en lui disant que ce serait trop loin de la famille ?» Sarah était revenue pendant notre discussion et se tenait à la porte. En entendant cela, elle poussa un son étranglé. « Tu as fait quoi, maman ?» cria Sarah en se précipitant vers nous. Pendant 40 ans, Margaret avait orchestré nos vies comme une manipulatrice hors pair. Chaque décision importante passait par elle. Chaque opportunité manquée portait son empreinte. Chaque échec financier avait été, d'une manière ou d'une autre, influencé par ses sages conseils. Margaret n'est pas seulement une épouse infidèle, ai-je annoncé à l'Assemblée. C'est une manipulatrice systématique qui a passé 4 décennies à saboter sa propre famille. J'ai sorti une autre enveloppe de ma veste. L'inspecteur Morrison a passé 6 mois à enquêter non seulement sur Margaret, mais aussi sur toutes nos décisions financières des 20 dernières années. Margaret a tenté de s'enfuir, mais Daniel l'a retenue par le bras. « Tu n'iras nulle part avant d'avoir tout expliqué. »« James, arrête, je t'en supplie, » a-t-elle imploré, les larmes coulant enfin sur son visage. Mais c'étaient des larmes de désespoir, pas de regret. « Arrêtez. » J'ai ri amèrement. « Margaret, pendant 40 ans, tu as orchestré une campagne systématique pour me détruire émotionnellement, financièrement et psychologiquement. Tu as privé nos enfants d'opportunités, tu leur as volé leur héritage et tu as transformé notre famille en expérience personnelle de contrôle. » Je lui ai montré le rapport de l'inspecteur Morrison. Tout est documenté ici. Chaque compte bancaire secret, chaque virement non autorisé, chaque mensonge que tu as raconté aux banques, aux comptables et même à nos propres enfants. Eleanor s'est levée de table, les jambes tremblantes. « Maggie, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu n'as pas fait tout ça. » Margaret regarda sa sœur, puis ses enfants, puis enfin moi. Et pour la première fois en 40 ans, je vis quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant dans ses yeux. Une défaite totale. « J'ai fait ce que je pensais être le mieux pour notre famille, » murmura-t-elle. « Le mieux pour toi, » la corriguai-je. Il s'est toujours agi de ce qui était le mieux pour Margaret. Le détective privé m'avait aidé à comprendre que Margaret n'était pas seulement manipulatrice. C'était une narcissique pathologique qui considérait notre famille comme des extensions d'elle-même, des pions dans un jeu dont elle seule connaissait les règles. Si vous suivez cette incroyable histoire de révélation familiale et que vous voulez savoir comment tout cela se termine, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car Margaret n'avait pas encore réalisé que j'avais gardé la révélation la plus dévastatrice pour la fin. La nuit était loin d'être terminée, et ce que j'étais sur le point de révéler allait non seulement détruire ce qui restait de son apparence, mais aussi changer à jamais la façon dont nos enfants verraient la mère qu'ils pensaient connaître. Il restait un dernier secret, le plus sombre de tous, et le moment était enfin venu de le révéler. « Je n'ai rien fait de mal », cria Margaret en essayant de se dégager de l'étreinte de Daniel. « Vous ne comprenez pas ce que j'ai sacrifié pour cette famille. » C'est à ce moment-là que le détective Morrison entra dans le salon, accompagné de 2 agents fédéraux. Leurs pas résonnèrent sur le marbre poli, le bruit couvrant les murmures nerveux des invités restants.
Madame Carter, dit-il calmement, sa voix empreinte de l'autorité acquise au cours de décennies passées dans la police, je dois vous parler de certains transferts internationaux non déclarés. Le visage de Margaret devint gris comme du béton. Elle me regarda avec une expression de panique pure, ses yeux bougeant frénétiquement comme ceux d'un animal pris au piège. « James, qu'as-tu fait ?»« J'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a des années, » répondis-je, ma voix résonnant dans l'acoustique parfaite de la salle. « J'ai protégé notre famille. » Morrison s'approcha de la scène, ses chaussures en cuir frappant le sol d'un bruit rythmé. Il me murmura quelque chose à l'oreille au sujet des mandats de perquisition qui avaient été exécutés chez nous ce matin-là. J'acquiesçai et me tournai à nouveau vers Margaret. « Margaret, tu veux parler de commodité ? Je vais raconter une histoire intéressante à nos invités. » Ma voix résonna dans la salle, qui ne comptait plus qu'une trentaine de personnes, celles qui comptaient vraiment, celles qui avaient besoin d'entendre la vérité. Gérald, notre comptable depuis 15 ans, s'était approché de la scène, le visage empreint d'un mélange de curiosité professionnelle et d'horreur personnelle. Il y a 2 ans, Margaret m'a convaincu de signer des documents pour une restructuration fiscale. Elle m'a dit que notre comptable l'avait suggéré, que ce serait mieux pour les impôts, que des gens intelligents comme nous devaient profiter de ces opportunités légales. Gérald s'est levé de table, ajustant ses lunettes. « Monsieur Carter, je n'ai jamais suggéré de restructuration fiscale. Je ne savais même pas que vous envisagiez cela. » Exactement, Gérald. Parce que Margaret a falsifié votre signature sur les documents. Et elle a utilisé cette restructuration fictive pour transférer 800 000 $ vers des comptes aux îles Caïmans. Des cris étouffés ont résonné dans la salle. Margaret a tenté de se précipiter vers la sortie latérale, mais Daniel la tenait fermement, les mains tremblantes de rage et de déception. « Ce n'est pas tout, » ai-je poursuivi, ressentant pour la première fois depuis des décennies le pouvoir de contrôler complètement un récit. Elle a également utilisé mon identité pour obtenir des prêts commerciaux qui n'ont jamais été versés à l'entreprise. Des prêts qui ont totalisé 1,2 million de $, tous destinés à financer non seulement Marcus, mais aussi 2 autres entraîneurs personnels dans différentes villes. Marcus avait tenté de se faufiler dehors pendant l'agitation, mais l'un des agents fédéraux l'avait intercepté à la porte. « Monsieur, vous devez rester ici. » Eleanor s'était levée et marchait lentement vers nous, le visage masqué par une expression d'horreur grandissante et de compréhension tardive. « Maggie, tu m'as dit que tu avais besoin de cet argent pour le traitement du cancer de James. Tu m'as montré des papiers de l'hôpital, des rapports médicaux. Je t'ai prêté mes 150 000 $ d'économie pour ma retraite. » Le silence qui suivit fut si complet que je pouvais entendre le tic-tac de l'ancienne horloge murale du club. Margaret pâlit encore plus, si c'était possible. « Eleanor, je peux t'expliquer. Il n'y a pas de cancer, » ai-je annoncé, chaque mot résonnant comme un coup de marteau. Il n'y en a jamais eu. Margaret a inventé ma maladie terminale pour extorquer de l'argent à sa propre sœur. Les rapports médicaux étaient falsifiés, les documents de l'hôpital étaient des créations de son imprimante domestique. C'est alors que Sarah revint en courant dans le salon, ses talons au claquant avec urgence sur le marbre. Elle tenait des papiers dans ses mains, haletante après sa course. « Papa, tu avais raison. Je suis allé à la banque et j'ai obtenu les relevés bancaires des 5 dernières années. J'ai parlé à 3 gérants différents. » Elle jeta les papiers sur la table avec force. « Maman ne s'est pas contentée de te voler. Elle a ouvert des comptes au nom de ses enfants et a vidé nos fonds pour l'université. Tout l'argent que tu as économisé pour nos études depuis notre enfance, 340 000 $, a disparu. » Daniel lâcha Margaret avec un dégoût visible. « Tu as volé notre avenir. Tu as littéralement volé l'avenir de tes propres enfants. » Margaret tenta un dernier coup désespéré, les yeux brillants de la malice de ceux qui n'ont plus rien à perdre. « James, si tu me dénonces complètement, je raconterai à tout le monde ce qui s'est passé cette nuit-là à Détroit. Tu sais de quoi je parle. » Je sentis un frisson familier, cette sensation que Margaret avait de trouver mon point faible et d'appuyer dessus jusqu'à ce que je cède. Mais cette fois, j'étais prêt. « Margaret, tu fais référence à la nuit où tu m'as drogué et où tu as orchestré une situation compromettante avec cette femme à l'hôtel Renaissance ?» Elle est restée bouche bée, sa dernière carte se retournant contre elle. « Oui, j'ai découvert la vérité. L'inspecteur Morrison a trouvé les SMS entre toi et Véronica Palmer. Tu lui as donné 5 000 $ pour qu'elle me séduise pendant que j'étais sous l'effet des médicaments que tu avais mis dans mon verre au dîner. J'ai montré mon téléphone au public, les preuves numériques brillant sur l'écran. Tout est enregistré, Margaret. Chaque message, chaque paiement via PayPal, chaque détail de ton plan pour créer de fausses preuves d'infidélité que tu comptais utiliser dans le divorce. » Morrison s'approcha,
Ces menottes déjà prêtes. Madame Carter, en plus des accusations de fraude bancaire et d'usurpation d'identité, nous avons désormais des preuves de drogue, de complot et de tentatives de chantage. Margaret s'effondra sur une chaise voisine, comprenant enfin qu'il n'y avait aucune issue possible. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable. « Pourquoi, maman ?» demanda Sarah, les larmes coulant sur son visage. « Pourquoi détruire notre famille comme ça? Nous t'aimions. » Margaret leva les yeux, et pour la première fois, je ne vis pas la manipulatrice calculatrice, mais quelque chose de brisé et de désespéré. Parce que vous ne m'avez jamais vraiment apprécié. Je faisais tout, j'organisais tout, je faisais fonctionner cette famille, et personne n'a jamais reconnu mon sacrifice. Tu faisais fonctionner cette famille? Explosa Daniel, sa voix résonnant dans toute la salle. Tu nous détruisais systématiquement tous. Chaque décision, chaque conseil, chaque sacrifice était pour ton propre bénéfice. C'est alors que Margaret tenta son dernier coup, me regardant droit dans les yeux. James, tu vas vraiment faire ça? Détruire la mère de tes enfants devant toutes ces personnes? Après 40 ans? Je la regardai longuement, voyant non pas la femme que j'avais épousée, mais la personne qu'elle avait toujours été derrière son masque. Margaret, tu t'es détruite toi-même. J'ai simplement refusé d'être détruit avec toi. Le détective Morrison s'approcha avec les menottes, le métal brillant sous les lumières du lustre. Margaret Carter, vous êtes en état d'arrestation pour fraude bancaire, usurpation d'identité, évasion fiscale et complot en vue de commettre une fraude. Alors qu'on lui passait les menottes, Margaret cria « Vous le regretterez. Sans moi, cette famille va s'effondrer complètement. » En fait, Margaret, dis-je calmement en regardant les agents les conduire vers la sortie, sans toi, nous pourrons enfin être une vraie famille. Mais alors que les agents l'emmenaient, Margaret se retourna une dernière fois et dit quelque chose qui me glaça le sang. « James, tu crois avoir découvert tous mes secrets? Tu ne sais même pas la moitié de la vérité sur qui sont vraiment nos enfants. » Le salon fut plongé dans un silence absolu. Daniel et Sarah se regardèrent, la confusion et la peur primitive se lisant sur leurs visages. C'est alors que je compris que, même vaincue et menottée, Margaret avait gardé une dernière bombe à faire exploser. Une bombe qui allait bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur notre famille. Le silence qui suivit les derniers mots de Margaret fut rompu par un éclat de rire. Mon rire. « Margaret, dis-je calmement, tu crois vraiment que je ne l'ai pas découvert il y a des années? » Daniel et Sarah se tournèrent vers moi, le visage encore pâle de choc. Eleanor s'était levée de sa chaise, les mains tremblantes. « Vous voulez connaître la vérité sur votre paternité ?» ai-je poursuivi en sortant une autre enveloppe de ma veste. Il y a 5 ans, lorsque Margaret a commencé à devenir plus négligente dans ses mensonges, j'ai fait faire des tests ADN à tout le monde. Margaret a tenté de m'interrompre, mais le détective Morrison l'a fait taire d'un geste. « Daniel, ai-je dit en regardant mon fils, ou plutôt l'homme que j'avais élevé comme mon fils, tu es biologiquement le fils de l'ancien Marcus. Pas du Marcus actuel, mais du coach personnel qu'elle avait il y a 36 ans. Un homme appelé David Chen. » Daniel a vacillé, mais j'ai continué. « Sarah, ta véritable mère biologique n'est pas Margaret. C'est Eleanor. » Eleanor s'effondra sur la chaise la plus proche, confirmant enfin d'un signe de tête la vérité qu'elle avait gardée secrète pendant des décennies. Margaret est tombée enceinte à la même époque qu'Eleanor, expliquai-je à l'assemblée stupéfaite. Mais Margaret a perdu son bébé au 3e mois. Au lieu de dire la vérité, elle a convaincu Eleanor de lui donner son bébé pour qu'elle l'élève, prétextant qu'Eleanor était trop jeune et célibataire. Sarah se tourna vers Eleanor, les larmes coulant sur son visage. « Tante-elle, tu es ma mère ?» Eleanor acquiesça à travers ses larmes. « Je n'avais que 19 ans. Margaret m'a convaincu que ce serait mieux pour toi. J'étais perdu, sans argent, sans soutien. Elle m'a promis que je pourrais toujours faire partie de ta vie en tant que tante. »« Et moi ?» demandai-je de manière rhétorique. « Eh bien, j'ai découvert tout cela il y a 5 ans. Tu sais quelle a été ma première réaction ? » Je regardai Daniel et Sarah droit dans les yeux. Un soulagement. Un soulagement de savoir que vous n'aviez pas hérité des gènes d'une personne aussi manipulatrice que Margaret. Daniel s'approcha timidement. « Papa, tu me considères toujours comme ton fils. »« Daniel, répondis-je en posant ma main sur son épaule, ce n'est pas l'ADN qui fait un père. L'amour, le dévouement, la présence, voilà ce qui fait un père. Et j'ai été votre père depuis le premier jour, que je connaisse ou non la vérité biologique. » Sarah courut vers Eleanor et l'enlaça pour la première fois comme une mère et sa fille. « Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ? » Parce que Margaret menaçait de me renier si je le faisais. Et je ne pouvais pas vous perdre complètement.
C'est alors que Margaret tenta un dernier coup désespéré. « Vous ne comprenez pas. J'ai fait tout cela par amour. Pour protéger cette famille. » Protéger. Daniel se tourna vers elle, sa voix chargée de décennies de ressentiment enfin libérée. « Vous avez menti sur notre paternité, volé l'argent destiné à nos études, manipulé toute notre famille, et vous appelez cela protéger ?» L'inspecteur Morrison s'approcha. « Madame Carter, nous allons devoir vous emmener maintenant. » Alors qu'on emmenait Margaret vers la sortie, elle cria une dernière fois. « James, tu le regretteras. Sans moi, vous n'êtes rien. » « En fait, Margaret, répondis-je calmement, sans toi, nous avons enfin découvert qui nous sommes vraiment. » 3 mois plus tard, Margaret fut condamnée à 15 ans de prison pour fraude, usurpation d'identité et évasion fiscale. Marcus reçut 5 ans en tant que complice. Les 2 autres entraîneurs personnels, dans des villes différentes, furent également arrêtés pour des faits similaires. Eleanor a emménagé dans une maison à 3 pâtés de maison de chez moi, assumant enfin son rôle de mère de Sarah. Daniel a commencé une thérapie pour surmonter les décennies de manipulation psychologique qu'il avait subies. Et moi, j'ai découvert quelque chose de fascinant au cours des mois qui ont suivi. Sans Margaret pour orchestrer chaque aspect de notre vie, notre famille s'est épanouie d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Daniel a lancé sa propre entreprise de conseil, mettant à profit les compétences analytiques que Margaret avait toujours découragées. Sarah est retournée à l'école, poursuivant enfin son rêve de devenir vétérinaire, un rêve que Margaret avait systématiquement saboté pendant des années. Eleanor s'est révélée être une grand-mère incroyable pour les enfants de Daniel, apportant une légèreté et une joie authentique que notre famille n'avait jamais connues auparavant. J'ai non seulement récupéré mon argent, dont la majeure partie a été retrouvée et restituée, mais je me suis aussi retrouvé moi-même. À 65 ans, j'ai découvert que j'avais encore de l'énergie, des rêves et la capacité d'aimer que Margaret avait systématiquement étouffé pendant 4 décennies. 6 mois après le procès, j'ai créé une société de conseil pour les personnes qui soupçonnent d'être manipulées financièrement par leurs partenaires. Le détective Morrison est devenu mon associé. Nous avons déjà aidé 47 personnes à échapper à des situations similaires à la mienne. La leçon que j'ai apprise, et que je partage avec chaque client, est simple. Les manipulateurs dépendent de votre silence et de votre isolement pour prospérer. Dès que vous commencez à documenter, à vérifier et à confronter, tout leur château de cartes s'écroule. Margaret a essayé de me faire croire que j'étais incompétent, dépendant, chanceux de l'avoir. La vérité était tout le contraire. Elle était complètement dépendante de ma productivité, de ma réputation respectable et de mon silence. Au final, j'ai découvert que la meilleure vengeance n'était pas de détruire Margaret, mais de me libérer d'elle et d'aider d'autres personnes à faire de même. Si cette histoire de manipulation familiale et de justice vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies de personnes qui ont affronté des narcissiques et ont gagné. Car chaque histoire partagée, c'est une personne de moins qui se fait tromper en silence. Daniel m'a rendu visite la semaine dernière avec une nouvelle. Il va épouser sa petite amie depuis 2 ans, une femme que Margaret avait systématiquement essayé d'éloigner de lui. « Papa, m'a-t-il dit, pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de pouvoir prendre une décision sans avoir peur. » Cette phrase résume tout. Pendant 40 ans, Margaret a transformé notre maison en un tribunal où elle était juge, jury et bourreau de chaque décision, rêve et relation. Aujourd'hui, à 66 ans, je me réveille chaque matin dans une maison silencieuse et paisible. Je prends mon café sans vérifier s'il a un goût étrange, et je planifie ma journée en fonction de ce que je veux faire. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Margaret, elle était en prison, essayant de manipuler d'autres détenus pour former des alliances. Certaines habitudes ne changent jamais. Moi? Eh bien, je prévois un voyage en Europe avec Eleanor et Sarah. Le premier voyage en 40 ans qui n'a pas été approuvé, planifié et contrôlé par Margaret. Et cette liberté? Elle n'a pas de prix.